Salut, c'est Alexandra et Claudio pour le podcast La Voix militante, un podcast fait maison. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs militants et militantes pour découvrir leurs idées, leurs luttes et leurs actions. Ces personnes ont une place importante dans les associations et les organisations politiques. Quels sont leurs parcours et comment leur militantisme se matérialise? Nous allons essayer avec eux de répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, notre voix militante est... Rebecca Vacher. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Par rapport à mes activités militantes? Par rapport à tes activités militantes, toi personnellement, si tu veux partager des choses Je suis militante à la CGT depuis une dizaine d'années. Je m'investis politiquement là depuis peu, même si c'est quelque chose qui a toujours été ancré. Après, plus personnellement, je suis maman de 2 garçons, dont un en situation de handicap. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a aussi... c'est une forme de militantisme aussi, hein, se battre pour le handicap de son enfant. Et puis je travaille au Pôle emploi. Tu as parlé de ton fils en situation de handicap, Ouais. donc tu peux nous dire si tu veux pas en parler ou pas du tout. Ah non, il n'y a pas de souci. Mais tu as monté une association du coup pour l'aider par rapport aux difficultés de la présence d'AEH sur le terrain. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter un peu tout ça? Eh bien, Esteban, donc, on a vu qu'il a toujours eu des difficultés scolaires. Donc, grâce à une professeure en CE2, à son institut, qui nous a suivis, on a pu mettre en place l'accompagnement d'une AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap. C'est un parcours du combattant, hein, avec la MDPH. Il y a des accompagnements, des bilans à faire, donc ergothérapeute, psychomotricien, enfin il y a beaucoup de choses. C'est vraiment ça, c'est vraiment un combat. Pour le coup, quand on parle de combat, là on est en plein dedans. Donc Esteban, il est dyslexique sévère, dysorthographique, avec des troubles associés à l'autisme. Et depuis 6 ans, donc voilà, on est dans le combat et aujourd'hui tout se passe très très bien. On a créé l'association parce que financièrement, malheureusement, on manque de fonds, on manque d'aide si on veut aller plus loin dans l'accompagnement. Donc on a créé l'association, enfin j'ai créé l'association, parce que je dis toujours on, mais finalement je me suis retrouvée un peu vite seule dans la bagarre. Ça a été un militantisme solitaire là pour le coup, j'ai pas été trop accompagnée, mais aujourd'hui voilà, tout va bien. Alors l'association pour d'autres raisons, mais des fois la vie fait que ça se passe comme ça, l'association n'existe plus. Voilà, un dispositif pour Esteban n'existe plus. Esteban n'a plus nécessairement de besoin. Et puis, la vie a fait que, j'ai dû arrêter l'association. J'ai eu un accident de voiture, concrètement, qui fait que je ne peux plus soulever le matériel que je soulevais pour l'association. Je faisais des créations, je faisais les marchés, donc je ne peux plus. Donc voilà. Mais Esteban va très bien, scolairement, ça va très très bien. Donc ça, c'est un combat de gagner. Voilà, ça, c'est fait. Du coup, vraiment, par toutes les actions que tu as faites de créer cet asso, de récolter de l'argent, ça t'a permis de trouver les moyens. Et tu parlais de manque de moyens, mais en fait, pourquoi aujourd'hui un enfant qui est en situation de handicap, il se retrouve comme ça à manquer de moyens et où sa maman, du coup, doit... Parce que la société, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met les enfants, on met les gens dans des cases. Un enfant dyslexique, il a besoin que de ça. Sauf que dans la dyslexie, il va y avoir plusieurs niveaux de dyslexie. Il va y avoir un enfant qui va avoir juste besoin de l'orthophoniste, qui est pris en charge par la sécurité sociale parce qu'ils confondent les P et les B, on est bon. Il va y avoir des enfants qui vont avoir besoin de plus d'aide. Et puis, on a des troubles associés. C'est que là, on est sur de la multipathologie. Et Esteban, juste l'orthophoniste, ne suffisait pas. Il y avait un accompagnement beaucoup plus important qui était nécessaire et non pris en charge. C'est-à-dire que pour eux, pour la MDPH, c'est du luxe. Souvent, on le dit, hein, même pour d'autres pathologies, d'autres handicaps. J'aime bien quand ils appellent ça, c'est des soins de confort, vous savez. Donc, voilà. Donc, pour le coup, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu laisser faire. Et j'ai créé l'association, au départ, que pour Esteban. Et puis, ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai pu aider aussi d'autres parents. Hein, j'avais créé un site internet. J'avais vraiment au niveau de tout ce qui est aujourd'hui réseau, etc., j'avais vraiment un bon réseau. Et j'ai réussi à aider d'autres parents, alors souvent des familles monoparentales, hein, maman monoparentale, à payer des bilans, des soins, des choses comme ça. Donc j'étais très contente. Voilà.
Trop bien. Et il n'y a personne d'autre qui a repris l'association ou... Non. Alors déjà, elle s'appelle Un dispositif pour Esteban, donc ça bloque un petit peu. Et puis, alors moi, je l'avais créée pour Esteban au départ. Ça a bien fonctionné. J'ai voulu aider d'autres parents. On se rend compte que cette société, aujourd'hui, elle est quand même hyper égocentrée. C'est-à-dire que moi, au départ, ma démarche était égocentrée sur Esteban. J'ai vu que ça fonctionnait, j'ai voulu aider d'autres parents. Si j'avais pas eu l'accident, peut-être que j'aurais continué et que j'aurais aidé d'autres enfants, d'autres parents. Mais là, cette démarche, elle est rare. Elle est rare dans le sens où vraiment, oui, la société, elle est égocentrée sur son besoin, ses problèmes. Enfin voilà, l'être humain, en tout cas, la société, je la ressens comme ça aujourd'hui. Ok. Ouais. Et est-ce que ça a un lien avec... tout à l'heure, tu parlais un peu de... Récemment, tu t'es investi en politique. Est-ce que ça a un lien avec tout ça, finalement ? Bien sûr. Forcément. Tu as forcément une corrélation. C'est que tu te rends compte aujourd'hui que la société... on a beau se bagarrer, si on n'est pas tous ensemble, si on n'est pas tous sur le même front, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça va être individuellement, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir une idée. S'il est tout seul dans son coin, l'idée, elle ne pourra pas émerger, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, il faut vraiment se mobiliser et il faut vraiment qu'on soit de plus en plus. Donc, je me suis dit, politiquement, au-delà du militantisme à la CGT, politiquement, il y a quelque chose à faire et ça, c'est primordial. Donc là, on a une raison qui t'a amené à militer, à participer un peu plus en politique. Et qu'est-ce qui t'a amené à militer dans le milieu de la CGT, notamment, où c'est là où tu combats depuis plus longtemps ? Oui, alors ça, c'est... Alors souvent, tu as des gens qui... souvent, ça va être « Oui, mon grand-père était à la CGT, etc. » Moi, pas du tout. C'est-à-dire que je suis un électron libre et pour le coup, c'est seul. Plein d'idées dans ma tête, plein de choses, plein d'injustices, des idées propres. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui me ressemble le plus ? Voilà, où est-ce que je me retrouve ? Où sont mes valeurs ? Et en regardant tout ça, en faisant le point, ça a été la CGT. D'autant plus que voilà, l'Union locale de Vendôme, la CGT de Vendôme a accueilli les bras ouverts. C'est vraiment une union locale vraiment très familiale, avec des valeurs. Vraiment, on partage vraiment les mêmes valeurs, des discussions de fond. Ça fait 10 ans maintenant, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours sur la société telle qu'elle est aujourd'hui, aussi bien des fois des jolies choses que malheureusement en ce moment on est plus sur voir le négatif. Mais la CGT, c'est là où je me suis retrouvée au niveau de mes valeurs. C'est-à-dire que voilà, le partage, aider les autres. Il y a ce sentiment de combattre l'injustice, et puis d'autant plus au niveau des salariés. Parce que sachant que je travaille au Pôle emploi, je vois beaucoup de choses, des demandeurs d'emploi arriver avec des situations improbables de licenciement, et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Et nécessairement, mais voilà, au niveau de la CGT, il y a ce combat aussi du côté des salariés, qui est très très important. Oui, parce que tu es conseillère du salarié, voilà. D'autant plus. Voilà, donc en 10 ans, j'ai évolué au niveau du militantisme. C'est qu'au-delà, on se dit la CGT, ils sont là pour dire non dans la rue, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé, j'étais donc militante au sein de Pôle emploi. J'étais au CE, ce qu'on appelait le CSE maintenant. J'étais vraiment impliquée syndicalement au sein de Pôle emploi. Et puis, on a la chance d'avoir suffisamment de militants au sein de Pôle emploi. Donc, je me suis dit, il y a à faire, peut-être plus large. Voilà. Donc, avec l'Union locale de Vendôme, on est sur de l'interprofessionnel. Et ça, c'est super. C'est-à-dire qu'on va rencontrer aussi bien une assistante maternelle ou une salariée d'assistante maternelle. On va rencontrer quelqu'un qui va être dans l'agriculture, qui va être dans l'industrie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très large. Et ça m'intéressait beaucoup. Donc, là, voilà. Maintenant, j'ai mis mon énergie sur l'interprofessionnel à l'Union locale de Vendôme. J'ai cette chance de pouvoir le faire. Et encore en évoluant, donc conseillère du salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... il y a une liste qui existe pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés. Vous avez un souci, votre employeur vous envoie un courrier, il vous demande un entretien. Pour ne pas vous retrouver seul, vous avez la possibilité de vous faire assister, donc par un conseiller du salarié. Cette liste, elle est accessible à la mairie. Je fais partie de cette liste. Et donc, on a des formations, etc.
Donc, une fois que la personne contacte l'Union locale de Vendôme, selon nos disponibilités, on accompagne le salarié à l'entretien avec l'employeur. Ça peut être du positif, ça peut être du négatif. C'est-à-dire que le salarié, on le rencontre. Dernièrement, il me dit « Moi, je veux garder mon emploi ». Donc, on y va vraiment dans l'objectif d'apaiser les choses, etc. C'est pas de dire on va rentrer dans l'art du patron. Hein, c'est vraiment pas l'objectif. On va dans le sens du salarié. On prend les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, on l'accompagne. Et également, derrière, donc, je suis également défenseur syndical. Donc là, ça va au-delà, c'est-à-dire que le salarié se fait licencier malgré tout. Le licenciement n'est pas reconnu comme légal, on va dire. Nous, ça passe en commission au niveau de l'union locale. On a une commission juridique. Et si effectivement on défend le dossier, on va au prud'homme. Donc on monte un dossier au prud'homme. Et je suis donc défenseur syndical face à un avocat pour le démonter. On t'a vu souvent là, pendant la bataille contre la réforme des retraites. Quel est ton point de vue aujourd'hui, là, après cette bataille depuis le mois de janvier vers quoi on s'oriente avec la retraite en France ? En tant que cégétiste, comment tu prends part à ça ? Alors, là, c'est un petit peu compliqué. Alors, personnellement, après, on en a parlé avec pas mal de militants, c'est vrai que c'est difficile. Parce qu'on a été, effectivement, depuis le mois de janvier, sur un pic qu'on n'avait jamais vu en France, qu'on n'avait jamais vu à Vendôme. À l'Union locale de Vendôme, on a été totalement pris de court par le mouvement. Je pense qu'on a quand même géré la situation, on n'a pas été seul, on a été soutenu aussi par d'autres syndicats, par des mouvements politiques. C'est ce qu'a fait l'intersyndicale et par les mouvements politiques autour, et c'est ce qui a fait qu'on a pu y arriver, parce que seul, ça aurait été difficile. Et on a été vraiment dans... C'est un peu comme... Comment expliquer ? On est peut-être quelqu'un qui fait des concerts, qui part en tournée, et puis du jour au lendemain, il se retrouve avec plus rien. Et j'ai l'impression que l'intersyndicale au national, en laissant ce mois ou mois et demi entre, là au mois de juin, là, quand ils ont laissé un mois et demi entre deux manifs, ils ont tué le bébé dans l'œuf, quoi. Ils ont tué le bébé dans l'œuf et les gens se sont démobilisés. Et nous, on l'a vu, hein, la CGT, à l'union locale, tous les jours, il y avait du monde qui venait. Et qu'est-ce qui s'organise ? Et est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. On ne voit plus personne. On savait que ça allait retomber, mais pas comme ça. On ne pensait pas que... Et puis voilà, le gouvernement a joué son jeu. Ils ont laissé pourrir jusqu'à l'été. Voilà. Donc moi, j'ai un ressenti, j'ai un grand vide. J'ai un grand vide et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à mobiliser jusqu'au bout et à mobiliser... Mais du coup, tu dis que ça vient surtout du national à l'intersyndical beaucoup plus haut. Et c'est quoi les raisons exactes du fait qu'on ait dû attendre un mois de plus ? Là, je pense que ça nous dépasse. Ça nous dépasse, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une stratégie ? Est-ce qu'il y a eu des accords ? Est-ce que nous, on est trop petits ? Enfin, voilà, c'est comme quand on demande à un ouvrier pourquoi est-ce que l'entreprise n'a pas pris telle ou telle décision pour mieux gérer sa production. Enfin, là, voilà, on est clairement là-dedans, c'est-à-dire que nous, on est une union locale, on a envie de se mobiliser, on avait envie, on avait les moyens, et on avait les gens, on avait tout, tout ce qu'il fallait pour continuer. Mais il fallait qu'il y ait des dates. Parce qu'il n'y a pas là où il y a eu le plus de personnes, les 3000, les 2000. C'est quand le national a annoncé des dates. Donc, ils impulsaient, en fait. Ils impulsaient. Quand on faisait un événement sur Vendôme, on divisait par 5, on divisait par... voilà. Et il y avait besoin de cette impulsion du national. Et ils nous ont lâchés. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Je peux pas l'expliquer, j'arrive pas à le comprendre. Et est-ce que tu penses que là, par exemple, on voit qu'il y a Sophie Binet qui a été élue, et à la CFDT aussi, ça a changé. Est-ce que tu penses que ça va changer sur les stratégies à venir, quand par exemple, il y aura ce genre de mobilisation à faire, ou tu penses que ça n'a aucune influence ? Je pense que ça peut avoir une influence. Sophie Binet... Pas pour dire que Philippe Martinez, c'est un méchant, mais je pense qu'avec le temps, il s'est trop calmé.
Pour moi, voilà, il y a la CGT, qui propose, il y a la CGT qui entend des choses, etc. Mais moi, je veux qu'on reste quand même la CGT qui rentre dedans, quoi. C'est-à-dire que non, la CGT qui se tait, c'est non. La CGT, et je pense qu'on est avec Philippe Martinez, on était un peu arrivé à ça. On était un peu arrivé à la CGT gentillette, quoi. Et ça, non, ça me convenait plus. Alors Sophie Binet, dans son discours, elle a l'air d'être d'être un peu plus radicale. On verra bien effectivement ce que ça donne. Ok, affaire à suivre. Hein. Du coup, je vais avoir aussi ton avis politique, parce que du coup, tu as un peu plusieurs casquettes. Ouais. Et quel est ton avis plus politique par rapport à cette situation des retraites, où tu as eu plusieurs partis politiques qui ont pris plusieurs places différentes Et aujourd'hui, en fait, le gouvernement, il a un peu attendu que ça se passe, et finalement, aujourd'hui... Non, au-delà... Ah non, moi, je dis pas qu'il a attendu que ça se passe. Non, il n'a rien écouté. C'est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des propositions qui ont été faites. Les partis politiques qui voulaient défendre la réforme des retraites sont passés par tous les moyens possibles et imaginables pour que cette réforme ne passe pas. Et le gouvernement n'a rien entendu. C'est-à-dire qu'il n'a pas entendu le parti politique, soit qui était il n'a pas entendu l'opposition, ça peut s'entendre. Mais quand il y a en plus tout le peuple derrière, moi je dis, mais là c'est un grave problème. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait. Pour moi, l'opposition a fait toutes les choses correctement. Ils ont défendu, ils avaient les mots, ils avaient tout ce qu'il fallait. Quand tu parles de l'opposition, tu parles de qui exactement ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même 3 blocs, on pourrait dire. Donc, de quelle opposition exacte tu parles ? Clairement, par exemple, quand j'écoute parler Mathilde Panot, on est sur la LFI, on est sur... voilà. Après, la NUPES... autant j'ai trouvé qu'elle avait eu sa place au moment des élections, par exemple des législatives, etc. Là, clairement, je tranche beaucoup plus et je parle vraiment de la LFI. Parce que je trouve que c'est eux qui ont été les plus présents sur le sujet, qui ont été les plus pertinents sur le sujet. Mathilde Panot, elle ne mâche pas ses mots, elle est vraiment... je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui a su mettre les mots sur le ressenti du peuple. Vraiment. Et là, il y a rien en face, quoi. Il y a rien, c'est-à-dire qu'on te met un coup de 49.3, on est en commission, on te met un article qui t'interdit carrément d'abroger quand il s'agissait à l'Assemblée, voilà, ils sont allés en commission, ils ont voté un article, enfin, ils ont balancé un article qui interdisait derrière de voter à l'Assemblée nationale. Enfin, on va où ? Là, on n'est plus du tout en démocratie. Là, c'est un carnage. Et il faut vraiment que politiquement, il faut qu'on se mobilise. J'ai l'impression que même au-delà de mon côté militant CGT, j'ai l'impression que le combat, là, il est plus important en politique là que sur le côté militantisme CGT. Là, il faut vraiment que politiquement, les gens se réveillent. Au niveau syndical, il y a toujours eu ce truc où les syndicats, ils regardent dans leurs entreprises, ils font chier ceci, ils font chier cela. Enfin, ils partent tous en congé cet été. Hein. On n'oublie pas, les 5 semaines en 36, c'est pas... c'est quand même les syndicats. Mais aujourd'hui, je pense que les gens, il faut qu'ils s'investissent vraiment en politique, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils s'intéressent. Et il y a tellement peu de gens. C'est impressionnant. Dans mon entourage, je vois que les gens ne connaissent pas le nom des ministres. La dernière fois, on me dit, c'est qui Elisabeth Borne ? Et je dis, mais là, il y a un gros problème. Et c'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron se sent fort. C'est qu'on est sur des générations qui arrivent et qui ne s'investissent pas dans cette société, sur ce côté politique est hyper important. Il y a un discours souvent dans certains médias où ils font une cassure générationnelle, on en pense qu'on veut, mais du coup il y en a qui disent mais justement la jeunesse ça s'implique beaucoup plus, notamment sur certains combats comme à Sainte-Soline où on les a vus arriver un peu tard, notamment pour la réforme des retraites. Tu trouves
pas que les jeunes s'investissent plus ou moins par rapport à avant ? Enfin, quelle est la place des jeunes là-dedans ? Alors là, ils sont arrivés tard sur la réforme des retraites. Alors déjà parce qu'il y avait les examens. Ils sont arrivés tard. Alors, ils étaient là physiquement, concrètement. Si on allait leur parler, il n'y avait pas nécessairement de fond. On n'est pas sûr. Je pense que, ça manquait de fond. Il y avait les jeunes. Bon, c'était pour leurs parents. La plupart du temps, c'était par rapport aux parents. Eux n'arrivaient pas du tout à se projeter. Ils n'arrivaient pas du tout à se projeter et il n'y avait pas de politique là-dessous. C'était un one-shot. La réforme des retraites, c'était vraiment un one-shot. Sainte-Soline, on est sur des personnes qui sont intervenues, mais ça reste pour moi comment dire, ça reste un petit nombre de militants. C'est-à-dire que nous, là, on discute, on est impliqués, ça nous intéresse. Donc, en fait, on crée des groupes comme ça. Et il faut qu'on aille vers l'extérieur. Il faut qu'on arrive à intéresser les gens. Il faut qu'on arrive à les... C'est pas dire ça, mais les éduquer, ou en tout cas, les faire venir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse tilt et qu'ils se disent... Ouais. Là, pas plus tard que là, il y a 3 jours, j'avais mon fils, mon grand, il va avoir 15 ans, donc Esteban. Et nous, ils ont toujours été baignés déjà dans le berceau, ils étaient en manif. Mais voilà, même dans nos discussions, ils ont toujours été baignés dans la culture militante CGT, puis politique. Alors forcément orienté pour le moment, mais je leur ai toujours dit, après derrière, vous prendrez aussi ce que vous voulez de part et d'autre. Mais quand il y a une situation qu'ils ne comprennent pas, ils me posent la question et on en discute. Ils ont 12 et 15 ans. Il avait 2 copains, Esteban qui était à la maison, et on commence à discuter de l'histoire de Naël, de la place du gouvernement en place, des choses comme ça. Et le gamin, il me dit, mais moi, j'ai 14 ans, il fait tout ça, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, et je me dis, c'est quand même les jeunes qui arrivent derrière. Et peut-être que 14 ans, c'est jeune, mais je sais pas. Moi, ça me... Et je leur dis, j'ai fait, mais quand vous êtes à la maison, est-ce que vous discutez avec vos parents ? Est-ce que vous échangez ? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a aucun intérêt en plus. Hein. C'est ce qu'ils sont sur les réseaux. Je dis, mais quand vous êtes sur les réseaux, vous voyez bien, parce que même si on est sur TikTok, on n'échappe pas souvent à un événement, à de l'information en fait générale. Là, il y a eu les milliardaires qui ont implosé dans le sous-marin. Donc ça, ils sont censés... Enfin voilà, on en entend parler. Et à un moment donné, ça fait tilt. Et on va peut-être chercher un peu l'info, mais non. Ils restent sur le one-shot. Ça scrolle. Ils ont vu une info. Ils ont pris l'info, point barre, et elle est ressortie. Il n'y a pas cette recherche, en fait. Ça me manque un petit peu, et j'ai peur que ça ne se développe pas si nous, on ne va pas les chercher, si on ne va pas les intéresser, quoi. Merci pour votre écoute, et nous retrouverons notre voix militante au prochain épisode.